Donc bienvenue dans cette deuxième et dernière conférence de Star Wars Universe où on va aborder la création dans l'univers Star Wars et voir si celle-ci est possible en dehors des films et surtout voir comment elle fonctionnait dans l'ancien univers Star Wars, univers étendu aujourd'hui appelé Legend, et le nouvel. Et on va essayer de voir un peu les différences entre ces deux univers d'un point de vue de la création en dehors des films. Et je viens d'y penser, hier on s'est pas présenté, ça pourrait être l'occasion de dire un petit peu qui on est. Mine de rien, c'est vrai que c'est important, surtout pour parler de ce sujet-là. Donc Adrien, c'était ton idée, donc c'est toi qui vas te présenter en premier. Donc moi c'est Adrien, sur Star Wars Universe on me connaît sous le pseudo Lei Hongsu et je suis staffeur littérature, donc je m'occupe de tout ce qui est comics et romans dans l'univers Star Wars. Globalement, on peut dire que c'est quelqu'un qui suit l'actualité de près, qui va lire tout ce qui sort, le meilleur comme le plus mauvais. Arnaud. Du coup, moi c'est Arnaud. Sur le site, c'est Red Monkey. Et je suis staffeur encyclopédie et jeux vidéo Legends, du coup, et principalement The Republic. Et du coup, Simon, Skycard sur le forum et Captain Tabouret sur YouTube. Moi, je parle plus de Lego, de collection et de dessins animés Lego, ma grande passion. Mais du coup, je suis intéressé aussi beaucoup, énormément à l'univers étendu et toute son histoire, dès le tout début jusqu'à maintenant. Donc avant d'aborder ce sujet, on va juste voir un peu ce qu'est un univers étendu Star Wars. Donc ça représente tout ce qui est raconté sur l'univers Star Wars par d'autres médias que les films. Que ce soit des romans, des jeux vidéo, des séries télé ou même, très récemment, un parc d'attractions. On va s'intéresser donc à la part que prennent ces œuvres par rapport à l'histoire avec un grand H de la galaxie Star Wars et la manière dont elles étendent l'univers de Star Wars. Hormis les films, on va considérer que chacune de ces œuvres font partie de ce qu'on appellera l'univers étendu. Pour Star Wars, il existe deux univers étendus, un labellisé Legend, donc celui d'avant 2014, et un qu'on va vulgariser pour cette conférence, d'officiel. Donc dans un premier temps, on va voir ce qu'est l'univers Legend et en quoi il se distingue de l'univers actuel. Et ensuite, on va voir en quoi tient cette distinction en termes de médias au sein des deux univers. Et donc pour parler de l'univers Legend, je laisse la parole à Arnaud. Du coup, oui, comme disait Adrien, on va dire que l'univers Legends, ça comprend un peu tout ce qui existait entre 1976 et 2014. Donc absolument tous les médias, tout ce qui est sorti, peu importe leur degré de canonicité, donc tous les comics, romans, jeux, séries télé. Et l'univers canon, du coup, ça reprendra tout ce qui est après 2014, sur les mêmes supports, à une exception près, c'est-à-dire qu'en ce moment, le jeu vidéo The Republic, le MMO, il est toujours en cours dans l'univers Legends et il continue à avoir du contenu régulièrement, plus ou moins, malgré le fait que... Malgré le rachat. Malgré le rachat, c'est ça. Et du coup, donc on a deux univers, du coup, et on pourrait se dire que la création d'un univers étendu pourrait être assez similaire pour l'un comme pour l'autre. Puisque le principe c'est d'agrandir la galaxie Star Wars, d'agrandir l'univers, d'agrandir l'histoire. De manière différente des films, avec notamment des supports qui coûtent un peu moins cher en cas d'échec. Et de permettre aux fans d'avoir toujours plus d'informations, plus d'histoires, plus de supports possible. Et si un fan est intéressé par quelque chose d'un peu différent que ce qu'on trouve dans les films, par exemple une histoire de Star Wars d'horreur, une histoire de Star Wars romantique, eh ben on va plutôt faire ce genre d'histoire dans des médias un peu moins risqués, type des romans, des BD, voire même des jeux vidéo, de manière à ce que le fan puisse assouvir ses différentes envies, ses différentes passions au sein de la galaxie Star Wars. C'est que niveau jeux vidéo, c'est là où c'était le plus marquant. Entre les années 90 et 2000, c'était une période où on a eu tous les types de jeux possibles
sur Star Wars, que ce soit du FPS, de la stratégie, du RPG, même du jeu RPG avec de la stories, de la simulation spatiale, de la course, pas de voiture, mais de la course de modules. On a vraiment eu à peu près tout ce qui existait comme jeu à l'époque, version Star Wars. Et ça marche aussi pour tous les types d'histoires, en roman ou en BD. Certains types de jeux ont même été créés par des jeux vidéo Star Wars. Tu penses à quoi? Je pense les premiers jeux un peu d'arcade, le Trench, tu sais, c'était un jeu Star Wars dans la tranchée de l'Étoile Noire. Exact. Très bon exemple. Et du coup, ce que ça permet aussi, ces différents supports, c'est de créer soit des histoires indépendantes, soit des histoires plus longue durée, on va dire. On peut créer des séries, à l'image des films, mais par exemple des séries de romans, de comics, ou des histoires totalement indépendantes, avec un bouquin simple, ou un comics unique, mais qui raconte une histoire sans prétention, juste histoire de raconter quelque chose, sur un personnage ou une planète. Mais avec une création vraiment 100% propre à l'objet. Sans dépendance. Et du coup, pour l'univers Legends, ça a fonctionné pendant du coup quelques décennies. On peut citer par exemple la période de l'Ancienne République, qui a eu dans un premier temps des séries de BD, notamment les Tales of the Jedi, et après on est passé sur du jeu vidéo avec les KOTOR. Tu veux un peu parler? Les KOTOR, bah oui, on a fait des gros jeux de rôle Star Wars, donc Knights of the Old Republic 2002-2003, si mes souvenirs sont bons. Donc qui se passe 4000 ans avant les films, avec donc les deux personnages qu'on voit en haut à gauche, Dark Revan et Dark Malak, qui étaient des seigneurs Sith, et avec un scénario qui était vraiment très 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 intéressant, et des retournements de situation dignes de tout ce qu'on a vu dans la saga Star Wars. Une sorte de je suis ton père, mais vidéoludique, avec une autre relation entre deux personnages. J'ai évité d'en dire trop, mais c'était très intéressant parce que du coup, si vous vous intéressez à cette période, aujourd'hui il doit y avoir 5 ou 6 romans, on a 2 séries de BD, donc à peu près 16 BD si je ne me trompe pas. Oui, après on a eu aussi, avec l'arrivée du MMO The Old Republic, qui pour le coup se passe 300 ans plus tard, on a eu des romans en plus. Enfin, c'est vraiment une période de la galaxie qui a été énormément développée sur plein de supports. Finalement, tout ce qui manque, c'est de développement visuel sur télévision ou en série. Ceci dit, il y a des cinématiques que vous avez forcément vues à un moment ou un autre. Une armée de Sith qui va attaquer le temple Jedi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, un seigneur Sith qui arrive dans le temple, et après, une canonnière qui va défoncer les portes. Et de cette canonnière vont sortir toute une armée de Sith, et ça va faire une image assez fabuleuse. On a eu à peu près tous les supports sur cette période-là, à part les films. Encore que peut-être qu'un jour, Lucasfilm reviendra sur cette période. Pas trop non plus. Et du coup, donc voilà, avec beaucoup des périodes assez anciennes, donc l'Ancienne République, mais également des périodes plus proches des films, avec notamment les comics à l'époque de la guerre des clones, qui ont relancé certains personnages, certaines histoires qui se déroulaient à l'époque de la prélogie, et plus tard aussi la série The Clone Wars qui avait commencé avant le rachat, et qui du coup introduisait de nouveaux personnages qui s'intégraient du coup dans l'histoire des films sans forcément dépendre ou être nécessaires au film pour la compréhension de ces derniers. On a la création donc dans The Clone Wars d'un personnage totalement inédit, Ahsoka, qui va avoir ses propres développements dans ce média qui est une série télé. Et elle apparaît aussi d'ailleurs dans les différents romans. Et ensuite elle apparaîtra dans d'autres œuvres. Mais elle a commencé là, donc c'est vraiment création totale. 100% originelle dans une série télé. Et ensuite on peut également citer, pour la période qui suit les films, avec les romans, il y a la série du Nouvel Ordre Jedi, une série de 19 romans et plusieurs nouvelles qui confrontent la galaxie à une menace sans précédent. C'est vraiment une menace d'ampleur galactique. C'est des extraterrestres, des êtres extragalactiques qui débarquent et qui détruisent tout, qui tuent des personnages principaux, détruisent des planètes. C'est vraiment des conséquences hallucinantes. Aucun film n'a jamais fait ça, donc c'est vraiment osé quoi.
dans des livres, on a des histoires qui dépassent tout ce qu'on a pu voir avant. Donc, Puis on a pu voir la mort de certains personnages des films. Du coup, bon, je le rappelle, hein, c'était l'univers légende, donc c'est ce qui se faisait avant. Mais on a pu voir vraiment des histoires où on a changé la face de la galaxie, littéralement. Je me souviens de Coruscant, la planète Coruscant. Bon, elle a changé d'orbite dans cette saga. C'est des choses qui arrivent. On a vraiment une lune. Comment Coruscant a perdu une lune aussi. a perdu une lune, oui, et puis elle a gagné une sorte d'arc-en-ciel permanent autour. Enfin, il s'est vraiment passé énormément de choses, des personnages des films qui meurent, des personnages de l'univers qui vont être créés, qui ont été créés dès les années 90, qu'on a vu se développer. On peut penser aux enfants de Yann et Leia, 3 enfants, Jacen, Jaina et Anakin. Bon, dans le Nouvel Ordre Jedi, c'est là où on va les voir à la sortie de l'adolescence, en jeunes adultes, qui vont vraiment développer leur première histoire, leur première vraie histoire de grands héros de la saga Star Wars. Mais c'est le cas aussi de plein d'autres personnages. Wedge Antilles, qui est présent parmi nous ici, c'est un personnage qu'on voyait dans les films, qui a été énormément développé après en BD et en comics. Et on va découvrir une nouvelle étape de sa vie dans cette saga. Donc ce qu'on veut montrer là, c'est que des événements plus que majeurs de la galaxie étaient racontés à la fois dans des jeux vidéo, dans des séries télé et dans des romans comics. et on voit qu'on peut raconter à la fois des événements majeurs qui changent la galaxie, mais on peut également trouver des événements mineurs. Il y a des livres tout simples, comme par exemple Le Vol vers l'infini. C'est juste un groupe de Jedi et de colons qui vont explorer la galaxie. Enfin, on peut trouver vraiment tout, ça peut être des histoires anecdotiques, ou des grandes histoires, mais tout contribue à étendre cet univers. À créer dedans, une création 100% originelle, C'est vraiment propre à tous les types de médias. Et c'est vraiment liberté aussi dans les périodes. On peut citer aussi la série Legacy, qui se passe 130 ans après les films. Donc là, on a des nouveaux personnages inédits. On ne peut que supposer des liens avec des personnages qu'on connaît, mais c'est vraiment totale création. Il n'y a personne qui avait écrit dessus avant. Donc, nouveaux personnages, une nouvelle planète, une nouvelle configuration, un nouveau gouvernement. C'est vraiment la création absolue. Et puis même niveau concept autour de la Force, c'est des films qui ont... Enfin des films, justement, pas des films qui ont apporté énormément de choses. On parlait du Nouvel Ordre Jedi avec l'image du bas. Les extragalactiques sont absents de la Force. Comment est-ce que des êtres vivants peuvent être absents de la Force? C'était aussi une des thématiques de cette saga de romans. C'est quelque chose qui était assez innovant. On va développer des fois des races extraterrestres qui vont avoir certains pouvoirs de la Force qu'on n'avait jamais vu avant. On va voir d'autres organisations, le Potentium ou les Anti, qui vont utiliser la Force d'une façon un peu différente. Ça va développer une vraie mythologie, mais uniquement en roman. Et c'était quand même super intéressant. On a pu découvrir énormément de choses comme ça, puis certaines qu'on a découvert bien plus tard. Je pense à un roman, je crois que c'était dans la saga du Nid Obscur, où Leia va arrêter un laser dans le vide avec la Force. Bon ça, on l'avait jamais revu après, jusqu'à l'épisode 7, quand Kylo Ren l'a fait. Tu m'as volé mon mot. Du coup, ouais, la mythologie et notamment aussi, on peut retrouver les éléments dans tous les médias. Par exemple, une organisation, une planète qui est apparue dans les années 2000 dans un comics, on peut la retrouver 10 ans plus tard dans un roman. C'est vraiment cette continuité qui fait qu'on reprend les éléments qui sont créés, qui existent dans l'histoire, et qu'on peut les reprendre parce qu'ils sont là, on sait qu'ils existent, on les connaît, donc on peut les reprendre vraiment en liberté totale. Et on peut trouver, comme disait Simon, plein d'organisations, les Fanalassies, tous les trucs qui permettent de développer l'univers, que ce soit la Force, les civilisations, l'histoire de la galaxie. Vraiment, le but c'est le lore, en fait, c'est vraiment le contenu total et on apprend toujours plus. Donc ça, c'est la manière dont fonctionnait, dont s'est construit l'univers Legend, et maintenant on va voir un peu comment ça fonctionne dans le nouvel univers depuis 2014. Donc depuis 2014, on a un univers créateur sur ce qu'on va appeler des médias vidéo. Donc premièrement,
les films. Là, pas trop de surprises, hein, vous les avez tous vus je suppose. Ces films-là étendent l'histoire avec un grand H de la galaxie Star Wars et vont créer les éléments qui vont être ensuite repris dans un certain nombre d'autres types de médias. On a Rogue One qui, même s'il est rattaché, on peut dire d'une certaine manière, à l'épisode 4, introduit toute une gamme de nouveaux personnages, et donc là on va plutôt être dans de la création qu'on va appeler un peu mineure, mais création quand même totalement originelle, puisqu'on a un casting qu'on n'a jamais vu. Alors que les épisodes numérotés, eux, avec un casting en partie déjà vu, vont créer de l'histoire avec un grand H, l'histoire des grandes guerres de la galaxie, qui façonnent les démocraties, les empires, les républiques, qui façonnent le visage de la galaxie. Et ceci dit, par exemple avec Rogue One, on va voir un petit peu les dessous de la fabrication de l'étoile noire. C'est une forme de création aussi, même si on avait déjà vu ça avant dans l'univers légende. On a aujourd'hui la version officielle. On va nous développer aussi ce que raconte notre ami Shiro Timway avec je suis un avec la Force et la Force est avec moi. C'est quelque chose qui est intéressant, c'est de voir un personnage qui n'a pas la Force, mais qui va quand même croire en elle. On développe, on découvre de nouvelles facettes. Avec Solo, on voyait les dessous de l'esclavage. C'est aussi du développement, de la création, pour en tout cas remplir ce nouvel univers avec des concepts, avec des organisations, des choses qui vont venir complexifier cet univers, le rendre beaucoup plus dense. Et heureusement qu'ils font ça, parce que ça fait plaisir. Donc un autre type de média vidéo qui fait de la création dans l'univers Star Wars, c'est les séries télé. Donc on a vu The Clone Wars qui a cette particularité d'être à la fois Legend et univers officiel. Et on a aussi eu, qui a pris fin l'année dernière, la série télé Rebels, qui va montrer un peu les créations de l'Alliance Rebels, donc on va dire avant Rogue One. Et plus récemment, la série Resistance, qui elle suit un espion de la Résistance, donc le mouvement créé par la générale Leia Organa. Et donc on va suivre cet espion, un personnage totalement original, créé pour la série, donc lors d'une mission pour essayer de savoir ce que trame le Premier Ordre sur une planète. Donc encore une fois, on a de la création dans ces deux séries télé. Et puis même, trois séries télé. Tout à l'heure je parlais de l'organisation de la Force, de concepts un peu innovants. Rebelle va nous intégrer énormément de choses de ce côté-là, avec un petit peu de voyage dans le temps, avec la Force, avec... je sais pas si vous avez vu la fin de la série, il y avait des choses assez incroyables. Et puis les loups. Et il y a les loups, oui. Et puis les baleines de l'espace, mais c'est autre chose. On a dit positif à la conférence. Pas de critique. Et donc un autre média vidéo qui crée un jeu vidéo. Donc à ce jour, c'est le seul qui a créé du contenu d'histoire dans la galaxie Star Wars, Battlefront 2, avec sa campagne qui suit une escouade juste après la destruction de la première étoile noire, jusqu'à la bataille de Jakku et même après avec les extensions du jeu. Donc on voit du point de vue de l'Empire ce que c'est que d'être membre de l'Empire une fois que l'Empereur est mort et que tout est en train de s'écrouler autour de nous. Et ce qui était intéressant là-dessus, c'était pas tellement de voir les coulisses de l'Empire, ça on connaissait déjà un petit peu, mais surtout d'explorer cette période après l'épisode 6 où l'Empire est en train de chuter. Et ça c'est une période qui pour l'instant est très très peu exploitée, on en reparlera tout à l'heure. C'est un des principaux médias à avoir traité le sujet. Et donc le dernier média rajouté un peu à la va-vite dans la conférence créateur, c'est le futur parc Galaxy's Edge, donc qui ouvre cette année aux États-Unis et on va dire après les JO en France. Donc ce parc est en immersion totale, c'est-à-dire quand vous vous baladerez dedans, si jamais vous y allez, vous pourrez parler avec les membres du staff, ils auront des phrases préconçues à vous répondre, des phrases de la galaxie Star Wars à vous répondre, que la force soit avec vous, ce genre de petites phrases. Et aussi il y aura un certain nombre de, pour ceux qui sont un peu langage de vidéo, de PNJ dans le parc,
qui peuvent être en animatronique ou pas, dans les magasins, dans les attractions. Et encore une fois, c'est un parc intégré dans l'histoire de Star Wars. Cette planète, cette ville existe dans la galaxie Star Wars et les événements qui s'y passent existent aussi. Et on est sur une période résistance contre Premier Ordre. Ce qui n'est pas très logique parce que les films se passent il y a bien longtemps. Comment est-ce qu'ils expliquent ça? C'est une reproduction. Ah, d'accord. Ça me va. C'est comme Assassin's Creed, on joue une reproduction du passé. Donc là, on a vu les médias créateurs de ce nouvel univers, mais il y a deux grands absents, les romans et les comics. Et oui, parce qu'on a dit, on a parlé des films, on a parlé des séries animées, des séries télé. Jusqu'ici, l'univers étendu, on était plutôt habitué à du papier. Et donc maintenant, tu vas décrire un petit peu les différents types d'histoires qui sont racontées dans cet univers. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur papier dans ce nouvel univers? Parce qu'il y en a quand même, hein, on en est à peu près à 80 romans, comics ou séries de comics publiées. Et donc principalement ces œuvres, je les ai donc découpées en différentes cases. Et ma première case, c'est donc des œuvres qui apportent des informations des fois ou souvent manquantes sur un média. Un certain nombre de personnes a été un peu déçu de l'épisode 7 pour le manque de contexte, par exemple. Et ben, on avait des réponses, des éléments manquants de l'épisode 7, notamment sur la situation géopolitique, dans un roman comme Lien du sang, dans un roman jeunesse comme Avant le réveil, donc qui apportait des informations sur le film, des informations qui pouvaient être considérées par certains comme manquantes. Et c'était complètement assumé de la part de Lucasfilm, puisque ça faisait partie d'un programme qui était appelé Voyage vers l'épisode 7, qui comprenait un certain nombre de romans et de BD. Sauf Lien du sang qui est sorti... Oui, sauf Lien du sang qui est sorti après. Mais on a retrouvé ça sur tous les nouveaux films. Oui. À chaque fois, il y a eu tout un programme de romans et de BD pour accompagner la sortie d'un film. Pour l'épisode 8, il y a eu un comics sur Phasma qui montrait comment Phasma survivait à sa chute dans le compacteur à ordures et à la destruction de Starkiller. Pour Rogue One, on a eu un roman Catalyst qui montrait, catalyseur en français, qui montrait comment la famille Erso passe de Empire à caché sur sa planète au début du film. On a aussi eu pour Rogue One Gardien des Whips, Ascension Rebelle, qui montre la vie de Jean entre le moment où... Soulèvement Rebelle, merci, 2 fois que je fais l'erreur. Qui montre la vie de Jean entre le moment où So la récupère, So Gerrera, et le début du film où elle est emprisonnée dans cette cellule impériale. Et donc toutes ces histoires, ce sont des choses qui gravitent uniquement autour du film, qui viennent donner quelques détails sur une intrigue ou un personnage du film, mais c'est vrai que ce ne sont pas des histoires qui créent grand-chose finalement. On étend un film, on étend ce nouveau média, mais il n'y a pas de réelle création. C'est ça, on va prendre un personnage, on va créer quelques petits personnages autour, mais finalement on va un peu combler des vides. Et ça marche aussi pour les séries télé, puisque pour Rebels, par exemple, pour Clone Wars, pardon, The Clone Wars par exemple, on a eu des scripts qui n'ont pas pu être adaptés en épisodes, puisque Disney avait racheté Star Wars et avait interrompu la production de la série, et donc les histoires manquantes de The Clone Wars, comme elles étaient écrites, sont sorties sous le format de romans pour Sombre Apprenti, ou de comics pour Dark Maul, fils de Dathomir. Et puis en dehors des séries télé, on va avoir aussi du jeu vidéo. On a parlé de Battlefront tout à l'heure. Battlefront aussi a été accompagné d'un roman. Enfin, le premier a été accompagné d'un roman, le deuxième a été accompagné d'un roman. Et donc, pour Battlefront, cette escouade qu'on joue dans le jeu, un roman est sorti pour découvrir la création de l'escouade et ses premières missions et les interactions entre les personnages de l'escouade qu'on va ensuite incarner dans le jeu vidéo. Et on a aussi parlé de parc d'attractions. Là aussi, on va avoir un roman, on va avoir une série de comics. Un roman adulte, une série de comics, un roman jeune adulte et un roman jeunesse. Donc, encore une fois, on rajoute des histoires qui vont tourner autour de notre média principal. Donc un parc, un jeu vidéo, un film. On va créer plein de choses qui vont graviter autour pour rajouter du contenu, mais pas forcément faire de la création au sens pur.
développer vraiment de gros nouveaux concepts. Non, là on reste sur un chemin très balisé. L'idée c'est d'expliquer quelque chose, d'étendre le film, le média de base. Et enfin, en un peu plus créateur, mais pas totalement encore, on a ce que j'appelle des médias titres éponymes. Donc, titre éponyme, c'est un titre dont le média porte le titre, porte un nom d'un personnage, d'une planète, d'une série. Le plus simple, c'est de donner des exemples. On a quelques séries de comics qui sont sorties ces dernières années. Dark Vador. Oui, je ne sais pas si on les voit toutes. Il y a Dark Vador, Poe Dameron, Kanan, Lando, Leia, Chewbacca. Donc, tout ça, c'est des comics qui portent Obi-Wan et Qui-Gon. C3PO, Cassian et K2, Windu, Phasma. C'est ça. Dark Vador, la deuxième série de comics. Ou Tarkin. C'est des choses qu'on retrouve énormément aujourd'hui. Plein de livres ou de comics qui se basent uniquement sur le nom de leur personnage pour inciter les gens à les lire. Donc là, par contre, on va créer une histoire autour de ce personnage, une histoire originelle, mais on va quand même se rattacher à un élément très connu. Il y a très peu de personnages à peine entrevus dans un film, ou un jeu vidéo, ou une série. Et enfin, parce qu'il ne faut pas être hypocrite non plus, il y a quelques œuvres totalement originales sur papier dans ce nouvel univers. Des noms. Voilà. J'en ai compté, paru à ce jour, 6 sur donc, les 80 œuvres qui existent déjà. On a eu la mini-série de comics Shattered Empire, où on suit une pilote qu'on découvre qui sera finalement la mère de Poe Dameron lors de missions juste après la destruction de l'Étoile Noire, la deuxième. En français, c'est sorti sous les noms Les Ruines de l'Empire, oui. En 2015. Voilà. On a eu la trilogie Riposte, qui elle va raconter un peu, de manière un peu découpée, sur 3 tomes, la chute finale de l'Empire jusqu'à la bataille de Jakku. Donc Jakku qu'on a vu dans l'épisode 7, cette planète désertique avec les épaves de vaisseaux. Donc là, on va vraiment montrer comment l'Empire a capitulé définitivement face à la Nouvelle République, mais on va le suivre via des nouveaux personnages. On ne va pas suivre cette histoire avec Luke, Leia et Han, on va suivre une autre petite escouade de la Nouvelle République, et on va suivre cette grande histoire qui est la chute définitive de l'Empire jusqu'au traité de paix via leurs yeux à eux, une escouade créée dans ces romans. Et enfin, ma chouchoute, Aphra, qui a été créée à la base dans la série de comics Vador, mais qui ensuite a eu droit à son titre propre. Et donc là, encore une fois, on est sur du mineur, pas du majeur comme la trilogie Riposte qui raconte donc, le traité de paix avec l'Empire. Là, on est sur une histoire mineure, puisque Aphra, c'est une archéologue un peu borderline. Pour vous la présenter, vous voyez les films Indiana Jones, ça y est, je pense, Han Solo. Les films Indiana Jones, il est toujours face à lui un autre archéologue un peu vénal qui veut voler l'objet pour le vendre, pour se faire de l'argent, ou pour avoir du pouvoir. Et cet autre archéologue, c'est Aphra. Voilà, c'est une bonne présentation, je pense. Ouais, et puis encore que les autres en général, c'est vraiment le mal à l'état pur. Aphra, c'est la folie. À cause de l'équipe qui l'entoure, ouais. Certes. Et encore une fois, une équipe 100% originale avec des droïdes qu'on n'a jamais vus, créés dans les comics, un Wookiee noir chasseur de primes, donc des personnages totalement originaux pour cette série. Du coup, ça c'était pour ce qui se fait aujourd'hui. On pourrait revenir aussi, parce que forcément, ça, toutes ces idées de gravité souvent autour d'une histoire qui existe déjà, d'un média, ça pouvait déjà se faire dans l'univers légende, qu'on va y venir de suite. On a critiqué gentiment le voyage vers l'épisode 7, toutes ces séries de projets où on va sortir romans, comics, des petites nouvelles pour aller autour d'un gros média. C'est quelque chose qui se faisait aussi déjà en légende, mais de façon beaucoup plus légère. À chaque fois, pas sur les premiers films évidemment, dans les années 70-80 on était par là, mais dans les années 2000, à chaque fois que vous aviez un nouveau film Star Wars, on allait sortir un roman qui allait servir un petit peu d'introduction, de prélude,
Dans l'épisode 1, vous aviez Vent de Trahison et les Dark Maul, l'ombre du chasseur. Non, l'ombre du chasseur est sorti en 2001. Non, donc juste Vent de Trahison. Oubliez ce que j'ai dit. Qui va expliquer un petit peu la fin du mandat du chancelier Valorum, avec la montée de puissance de la Fédération du Commerce, les manipulations de Dark Sidious, tout ce genre de choses. Avec l'épisode 2, on a eu une histoire complètement anecdotique d'Obi-Wan et Anakin sur la planète Tension. Tempête intergalactique, c'est vrai, j'ai oublié ce nom assez fabuleux. Voilà, c'était très très oubliable. Et ils ont quand même réussi à faire un peu mieux avec l'épisode 3, puisqu'ils nous ont sorti le Labyrinthe du Mal, qui se passe quelques jours avant l'épisode 3, qui sert vraiment de prologue avec des Jedi qui ont une piste pour retrouver Dark Sidious et qui vont suivre cette piste à travers la galaxie. Sauf qu'au bout d'un moment, le chancelier Palpatine se fait enlever et il est temps de rentrer en guerre proprement contre les séparatistes. La suite dans l'épisode 3. Et puis ils en ont aussi profité pour sortir un roman qui fait suite à l'épisode 3. L'ascension de Dark Vador. Dark Lord, Rise of the Dark Vador. Déjà, le mot Rise à l'époque, associé à un Skywalker. Ouais, c'était quelques histoires, mais finalement c'était un ou deux romans à côté. On a eu quelques séries de comics, Clone Wars, mais Clone Wars, bah, c'était la guerre des clones. L'idée c'était de faire le lien entre l'épisode 2 et l'épisode 3. On suivait plus Kinlan Vos que Anakin dedans. Globalement, il y avait une histoire sur deux sur Kinlan Vos, donc un personnage original, avec toute une mythologie de personnages originaux autour de lui. Et dans une autre histoire sur deux, on avait Anakin et Obi-Wan qui vivaient leurs petites aventures classiques de Jedi. Bon, on s'inquiétait pas trop pour eux parce qu'on savait qu'ils allaient apparaître dans l'épisode 3. Mais donc voilà, tout ça pour dire que déjà avant, on avait ce genre de choses, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Tu parlais de titres éponymes, c'est aussi quelque chose qui touchait l'univers légende. On a eu Revan, on a eu Kenobi, on a eu Dark Bane. Alors pour le coup, Dark Bane c'est un peu particulier. Il y avait déjà un comics, mais qui s'appelait pas Dark Bane. C'est qu'en France qu'ils l'ont appelé comme ça. Et puis quand ils ont sorti les romans, là ouais, on a mis à fond sur Dark Bane parce que le nom parle un petit peu au public. J'ai plus d'autres exemples de titres éponymes. S'il y a toujours du Dark Vador, évidemment, Dark Vador ça vend toujours, ou du Dark Maul. Ça, on met Dark quelque chose dans un titre et ça vend. Les autres romans où il y a des noms de personnages, c'est souvent des personnages originaux comme Coran Horn ou donc pas liés au film. Il faut vraiment lire les histoires précédentes pour connaître ces personnages. C'est ça. Donc ça touchait quand même un petit peu l'univers étendu, en tout cas l'univers légende, mais on n'était pas tout à fait au point actuel. Ouais. On allait avoir des petits projets multimédia, mais voilà, ça restait très anecdotique. Rien que si on prend l'épisode 8 aujourd'hui, l'épisode 8 dessus, on a eu DJ, Storm of Crate, Phasma, roman et comics, certains comics Adventure, Cobalt Squadron, certains comics Force of Destiny, Canto Bight, Legend of Luke et Princess of Alderaan pour découvrir le personnage d'Oldo et tout un arc de la série Podamron. Voilà. Autant dire qu'aujourd'hui, en fait, pour inclure les gens dans l'univers Star Wars, pour les faire rentrer dedans, ben, on compte surtout sur les gros médias, sur les films, les jeux vidéo, les séries télé, et pour les garder, pour leur dire hey, intéressez-vous un petit peu à tel roman, ça va vous donner des détails sur ce média, puis ça va peut-être vous intéresser à d'autres choses dans l'univers Star Wars. On les accroche d'abord avec le gros média, et ensuite on va aller voir les quelques œuvres qui gravitent autour. Là où avant, il y avait toujours cette histoire de gros médias, mais il y avait aussi l'envie de faire plaisir aux fans de longue date avec des grosses sagas comme le Nouvel Ordre Jedi, où on dit ok, là on se place 25 ans après le retour du Jedi, et si vous connaissez pas les bouquins qui sont passés entre, c'est pas grave, vous allez découvrir plein de gros héros qui ont une histoire. Si vous connaissez ces personnages parce que vous avez déjà lu les romans ou les BD, ça va être super cool, vous allez prendre votre pied comme jamais. Par contre, si vous ne les connaissez pas encore, vous allez vous amuser aussi, mais vous ne serez pas impliqué émotionnellement de la même façon. C'était pas tout à fait le même esprit. Ce qui est la vraie différence qu'on peut noter du coup, c'est une espèce d'indépendance en fait des œuvres les unes par rapport aux autres dans le Legends, et notamment des films.
parce que, personnellement, je ne lis pas les nouveaux médias de l'univers officiel, donc quand je vois que les films, il m'arrive d'être un peu perdu, et j'avais jamais ce sentiment avant avec les précédents films ou les précédentes œuvres, donc cette idée de dépendance personnellement me gêne un peu. Oui, mais tu avais une dépendance aux œuvres précédentes mettant en scène ce personnage. Alors on va pas commencer à parler de la dépendance des uns et des autres à Star Wars. Je pense qu'on a tous des gros problèmes autour de cette table. On va voir dans la salle. Je l'espère en tout cas. On rajoute des choses sur l'univers légende ou on arrive à la conclusion et aux questions du public? Ouais, ça m'a l'air bon. C'est Conclusion, juste pour... c'était mieux avant. Ouais. C'était ma phrase. Ah, pardon. Donc en conclusion, le nouvel univers, on nous a dit que toutes les œuvres seraient sur le même plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une œuvre qui est plus canon qu'une autre. C'est vrai que c'était une grande problématique de l'univers légende. Au final, on s'y perdait un petit peu entre toutes ces notions de NTC, enfin tout. Il y avait une classification du canon qui était un petit peu complexe. Puis il y avait des nouvelles histoires comme The Clone Wars, où on a dit, quand c'est arrivé, ah mais en fait, c'est plus canon que le reste. On vous avait dit que le reste était canon, mais cette nouvelle série, elle est plus canon que le reste. Ça gênait un petit peu les gens. Et c'était aussi un des arguments qui a été avancé par Disney au moment d'effacer l'univers étendu, de dire, bah, c'était le bordel, les gens s'y retrouvaient plus, il y avait beaucoup trop d'œuvres, et puis, ouais, au niveau du canon, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, on va faire table rase, on va repartir à zéro, mais par contre, on vous promet une chose, c'est que toutes les nouvelles histoires, que ce soit en roman, en BD, en nouvelle, en jeu vidéo, ou en film, tout est au même niveau. Là où avant, George Lucas pouvait prendre une décision et ça allait changer les trucs, on allait décider du jour au lendemain que on n'allait pas avoir de Wookiee Jedi. Les Wookiee Jedi ont disparu du jour au lendemain. Ils sont pas morts, on a juste dit qu'on ne les voyait plus dans les romans. Ça n'existe plus. C'est ça. Et donc en 2014, le 21 avril 2014, quand ils nous ont annoncé que l'univers étendu disparaissait, on nous a promis, bon, c'était une promesse, c'était fait aussi pour nous réconforter, nous dire, dites au revoir à l'univers légende, le nouvel univers sera mieux, que tout serait à égalité. Au final, est-ce que tout est à égalité? Ouais, il y a eu quelques cas particuliers, c'est-à-dire, donc là on a montré que d'habitude, en général les livres vont partir du média vidéo et l'étendre, mais on a eu quelques fois un peu l'inverse. Je prends l'exemple du Valacord dans Solo, donc à tes souhaits. Cet instrument que veut jouer Beckett lorsqu'il prendra sa retraite, a été introduit pour la première fois dans le premier tome de la trilogie Riposte, donc en 2015. Donc on est 3 ans avant Solo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont une banque de données avec des mots qui leur plaisent et ils les réutilisent? Ou est-ce qu'il y a une vraie volonté des auteurs de faire référence à des choses qui existent déjà? C'est un peu plus cet organe qu'on appelle le story group qui va dire « Ah tiens, tu peux rajouter ça dans ton film ». Par exemple, le personnage de Saw Gerrera, de base ça devait pas être Saw Gerrera, et un jour une personne du story group est venue et a dit « J'ai ce personnage dans la série The Clone Wars, ça pourrait être ton papa adoptif de Jean dans ton film ». Et donc ils ont mis Saw Gerrera qui à la base était introduit dans la série The Clone Wars. Et donc pour répondre à la question aujourd'hui, plus ou moins de création? Donc aujourd'hui on a, on va dire, une création infinie par les médias vidéo. Donc les médias vidéo vont créer l'histoire avec un grand H de la galaxie Star Wars, ou vont créer des choses originelles, là où les œuvres litées, elles, littérature, vont orbiter autour et donc vont être limitées un petit peu par ces médias vidéo et créer finalement assez peu de manière 100% originelle dans l'univers Star Wars. Là où l'univers Legend, par contre, on pouvait dire que comme il n'y avait plus de films qui sortaient, c'était un peu fini en termes d'extension de l'univers par les films. Séries télé, donc on en était à The Clone Wars, donc ça continuait d'être créé. Et finalement, l'extension infinie de l'univers Star Wars, de l'histoire de la galaxie avec un grand H, se faisait par les médias littérature.
Et du coup, avant de donner la parole au public, si j'ai des questions, des remarques, des insultes, est-ce qu'on peut pas avoir un petit peu d'espoir dans l'avenir, puisque là, on sait, l'épisode 9, après, on aura moins de films Star Wars, en tout cas, il va falloir attendre au moins 1 ou 2 ans, ce qui sera beaucoup comparé aux dernières périodes. Est-ce qu'on va pas profiter de cette nouvelle période pour avoir peut-être plus de projets originaux? On peut, oui, espérer que l'univers soit étendu de nouveau par tous les médias. Aujourd'hui, ça semble toujours s'axer un peu plus sur les médias vidéo. On peut notamment citer la période The Old Republic, dont Claudia Gray, autrice de romans, a dit qu'elle aimerait bien écrire un roman qui se déroule pendant la période de l'Ancienne République. Malheureusement, Kathleen Kennedy a dit récemment qu'ils envisageaient, qu'ils avaient toujours à l'esprit de créer donc, des films, des séries télé, peu importe, dans cette période. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on a de la création dans cette période. Et puisqu'un film, qu'un média vidéo est toujours plus long à produire, l'histoire de Star Wars s'étend, mais de manière beaucoup plus lente qu'avant. Ça paraît bien comme conclusion. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Du coup, pas d'insultes. Merci. Oui. Je voulais savoir si The Clone Wars, c'était pas en fait un préquel au rachat de Lucasfilm qui s'est fait ensuite. Si ça avait été le cas, je pense que la série n'aurait pas été annulée. Disney l'a purement et simplement annulée au départ pour des histoires de droit. Et là, elle reprend, puisqu'il y a eu un certain nombre de rachats depuis, ce qui doit les aider à ce niveau-là. Et elle reprend vraiment juste pour adapter les derniers épisodes, certains des scripts, parce qu'il y avait vraiment un public pour cette série, un public très attaché, et donc il y a une douzaine d'épisodes qui va sortir. Mais je pense que l'annulation de cette série montre que non, c'était pas un préquel au futur rachat. Je pense qu'ils en avaient aucune idée. C'est marrant parce que moi je serais plutôt dans son sens, pas forcément un préquel au rachat, mais un préquel à la nouvelle politique de Lucasfilm. Puisqu'on sait que c'est des années où George Lucas a laissé la présidence de Lucasfilm à Kathleen Kennedy, et c'est aussi des années où on a retrouvé déjà un changement de politique. On a eu cette nouvelle série qu'on a placée au-dessus du reste du canon. On a eu des nouvelles séries de comics avec parfois moins d'ambition que les précédentes. Je pense notamment à une série qui s'appelait de façon très très originale Star Wars, qui va nous raconter une période qu'on ne connaissait pas jusque-là. Juste après l'épisode 4, qu'arrive-t-il à Luke, Yann et Leia? Alors forcément, comme dans toutes les séries, je spoil, mais il y en a 4 ou 5 différentes qui ont existé depuis 30 ans là-dessus. À chaque fois, on va avoir un nouveau personnage rebelle qui va devenir ami avec ces grands héros de la rébellion, et comme ça on va pouvoir s'inquiéter un petit peu pour lui, mais on va suivre leurs aventures. On va voir que Yann et Leia se tournent autour, mais qu'il y a forcément un truc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui fait que soit Leia va promettre avoir une histoire de mariage souvent, qui va faire que leur couple ne fonctionnera pas de suite, pour retarder, gagner du temps jusqu'à l'Empire contre-attaque. Dans la nouvelle série Star Wars de Marvel, pour le coup c'est Yann qui s'est retrouvé avec un mariage, c'était original. Et puis, oui, sur cette période-là, on avait aussi The Force Unleashed, un projet jeu vidéo avec quelques romans BD qui allaient tourner autour. Mais même The Clone Wars, ça a été un peu la première qui a tourné sur ce modèle qu'on a actuellement, puisqu'on avait donc des comics The Clone Wars, un peu plus jeunesse que les comics précédents avec Quinlan Vos, et on a eu 4 romans, je crois, 5 romans autour de la série. Donc on a commencé à se diriger vers le modèle actuel. Donc est-ce que c'est pas plutôt à cause de l'époque qu'on vit plutôt que... Peut-être aussi. Après, c'est possible aussi que ils étaient dans une dynamique jusque-là. Ils n'allaient pas la stopper du jour au lendemain sous prétexte qu'ils changeaient la direction de Lucasfilm. Ils avaient commencé à dériver un petit peu. Et puis bon, là, il se trouve que Disney a racheté. C'était l'occasion de foutre un bon coup de pied dans la fourmilière et de changer complètement leur politique éditoriale. Après, ça reste de la supposition. Avant de conclure, est-ce qu'il reste une autre question? Lucille, à toi.
éditrice Star Wars chez Pocket. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Non, l'avocat de Disney, qui n'est pas le diable. Ma question c'est, est-ce que ça vaut pas le coup? C'est-à-dire que bon, la conclusion c'était mieux avant, mais... Non, justement, on ne dit pas qu'il y a un modèle qui est mieux qu'un autre, on dit juste actuellement ça fonctionne comme ça, et avant ça fonctionnait un peu plus comme ça. Et du coup, donc, mon argument c'est de dire, à partir du moment où on ressort des nouveaux films, forcément garder le Legend c'était très compliqué. Oui, et du coup, et aussi l'espace de création des auteurs forcément est limité par ces films qui sont à venir, et du coup on ne peut pas se permettre de spoiler à l'avance ou de marcher sur des plates-bandes qui pourraient être un jour utilisées par les films ou par les autres médias. Et du coup, voilà, ma question c'est, est-ce que ça vaut pas le coup finalement de perdre un peu en créativité pour gagner des nouveaux films sur les grands écrans, des séries, et finalement faire survivre cette licence qui était en train un peu de s'épuiser, hein. Le seul inconvénient que je pourrais voir, c'est qu'on avait donc tous ces médias qui permettaient d'explorer d'autres types d'histoires, on va dire. J'ai mentionné des histoires d'horreur, par exemple, qu'on avait donc avec des romans, par exemple, des histoires un peu beaucoup plus, comment dire, galactiques, avec des batailles mais spatiales, mais démesurées, avec des milliers de vaisseaux. Aujourd'hui, pas les histoires d'horreur, mais ce genre de bataille spatiale démesurée, on verrait ça plus réservé pour un film, parce que si une bataille est aussi grande, c'est qu'il y a un événement majeur derrière. Donc ça serait plus pour un film, et donc tant qu'un film ne l'aborde pas, un fan qui voudrait voir ce genre de choses pourrait avoir un manque à ce niveau-là. C'est le seul défaut que je pourrais voir, c'est qu'on n'aurait pas, si on réserve trop de choses aux films, le temps que les films sortent, on n'aurait pas tous nos désirs qui sont assouvis dans l'univers Star Wars. Et même sans attendre les films, on peut citer toutes les histoires indépendantes qu'on avait avant dans les Legends. Rien n'empêche de créer ce genre d'histoire, des personnages qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, sur des planètes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Juste étant l'univers, on peut créer par exemple Faire plus d'Afra. une organisation liée ou non à la force avec un personnage totalement nouveau sur une planète perdue. Ça étend l'univers, ça donne un peu de background, mais ça n'influe en rien sur les potentiels prochains films. Vraiment, on peut se permettre beaucoup de choses. Ça tourne juste un peu trop sur le marketing. La question était mal posée sur ces trois personnes-là. C'est vrai qu'on est assez fan de ce genre de choses. On est habitué à voir, par exemple, des pilotes qui ont eu, je pense à Coran Horn ou à Wedge Antilles, qui ont eu un développement assez énorme, où on s'intéressait à leur vie personnelle. Quelque part, on pourrait s'intéresser à la vie personnelle d'un pilote de la Résistance et nous intéresser à sa jeunesse sur une planète perdue. Et comment ? Avec Snap. Alors là, par contre, Snap qui est dans la trilogie Riposte, donc on voit sa jeunesse, et après on passe à la série Podamron 30 ans plus tard, où on voit sa vieillesse. D'accord. Désolé oui, pour ceux qui ont 50 ans. On pourrait y en avoir un peu plus. On pourrait, moi je pense, enfin je suis d'accord quand même que c'est bien, de toute façon, on est bien d'accord. C'est bien, il faut prêcher la bonne parole, il faut qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent à Star Wars. Snap, donc si on a plus de gros projets, forcément, c'est mieux. Là, je prêche un convaincu. Par contre, on peut se permettre d'être optimiste avec ce mystérieux projet Luminous annoncé l'année prochaine. Tout à fait, tout à fait. Mais je voulais revenir juste sur les tout débuts de Star Wars dans les années 70-80, où c'était les débuts de l'univers étendu. On avait une trilogie de romans sur Yann, une trilogie de romans sur Lando, et en fait ils se sont débarrassés des problèmes à l'échelle galactique, parce que, ils n'allaient pas raconter comment se passait la rébellion ou l'Empire. Ça allait poser des problèmes parce que George Lucas voulait faire ce qu'il voulait. Ils s'en sont débarrassés en les envoyant dans un secteur de l'espace qui était très éloigné. Alors après, les histoires sont contestables, mais ils se sont séparés quelque part de l'histoire galactique classique en disant on est loin, on va décrire un fonctionnement, on va avoir le secteur corporatif où c'est des grosses entreprises qui gèrent la zone. C'est un peu de la dictature parce que forcément, si vous imaginez Google, Coca-Cola et compagnie qui gèrent le monde, Disney, voilà, vous allez avoir une police. Non, c'est filmé, on n'a pas le droit de dire ce genre de choses. Disney, c'est des gentils. Si on imagine d'avoir une police qui est aux mains de ces grosses corporations, ça crée quand même un secteur de la galaxie qui est intéressant, qui va proposer de la nouveauté. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui serait possible à faire aujourd'hui.
mais qui est bloqué parce qu'on n'ose pas forcément s'éloigner de ces gros projets. On veut garder les gens dans une zone un peu douillette et confortable. Ceci dit, on se plaignait parce que nous-mêmes on était dans une zone douillette et confortable et qu'on nous en a sorti coup de pied dans les fesses. Bon, sniff. Voilà. Je te laisse conclure. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.